Bonjour Paul Roussel, enchanté de t'avoir avec nous à bord de Discover Your Inner Diamond. Merci d'être là Paul, bonjour. Bonjour Amélie, merci de m'accueillir en ligne, en visio. Ce serait beaucoup plus sympa de pouvoir se voir pour de vrai, mais la situation fait qu'on est obligé de se contenter de vidéo. Voilà, et de vidéos, mais quelque part, cette technologie, c'est quelque chose qui me fascine toujours, parce que tu nous parles depuis Bangkok. Oui. Ouais. Moi, je suis à Madrid. Depuis la terrasse de mon jardin, comme tu peux voir, c'est ouvert derrière, donc j'ai un beau bureau. Et il est 5 heures plus tard chez toi. C'est toujours quelque chose qui me fascine. On est à des moments différents de la journée, différents bouts de la planète. Et donc, merci vraiment d'être là avec nous. J'ai eu la chance de connaître Paul il y a maintenant, facilement, 7 ans, 7 ans à peu près. 8 ans. Avant-hier. Et nos enfants étaient dans la même classe. Donc, ça a été la connexion. Nos aînés étaient dans la même classe. Donc, et depuis ce temps-là, on se connaît. On a partagé aussi des plateformes professionnelles. J'ai travaillé aussi avec Paul. Tu vas nous expliquer ce que tu fais, mais j'ai quelques produits à toi. Donc, voilà, c'est une amitié et puis aussi des échanges professionnels. Et j'avais vraiment envie que notre public puisse avoir accès à te connaître plus et puis surtout à tes recettes et ton esprit de persévérance, ta curiosité dans le business, qui est quelque chose qui m'a toujours fasciné de toi. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le partager avec notre public. Donc c'est chose faite, tu es là. Merci d'être là. J'ai envie de commencer de te dire, voilà, bon, qu'est-ce que tu fais là, à Bangkok? Là, pour l'instant, je t'écoute, donc c'est pas mal. Et puis, bon, ouais, je suis en tenue décontractée, hein. Je n'ai pas mis la cravate ni rien, donc il fait relativement chaud quand même. D'ailleurs, il fait curieusement encore chaud pour un début du mois de juin. Normalement, les températures sont un petit peu plus basses que ça avec le début de la pré-saison de pluie. Mais bon, voilà. Mais il fait bon. Voilà. Je ne me plains pas, comme tu peux le voir, c'est très vert, beau jardin. Donc voilà, alors qu'est-ce que je fais? Écoute, un petit peu toujours la même chose par rapport à l'époque où on s'est connus. Donc, je fais du conseil en gestion patrimoniale ou du conseil en gestion privée. Et c'est d'ailleurs un petit peu par là que j'ai commencé ma vie professionnelle il y a bien longtemps. Et puis après, au fil de différentes pérégrinations, j'ai eu l'occasion de revenir sur ce métier en reprenant une activité qui avait été laissée sur la Thaïlande en 2003. Et puis voilà, donc je fais du conseil. Alors en France, on appelle ça du conseil en gestion patrimoniale. Moi, je préfère appeler ça du conseil en gestion privée parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai ajouté quelques flèches ou quelques cordes à mon arc un petit peu différentes de celles que l'on a l'habitude de pratiquer lorsqu'on pratique ce métier en métropole. Voilà. Très bien, merci Paul. Alors, comment arrive… Alors, toi, tu es breton ou normand? Alsacien. Alsacien. Tout à fait à l'autre bout, tu vois. Chez nous, la Manche, ça s'appelle le Rhin. Comment un Alsacien arrive à Bangkok à faire du conseil en gestion? Oula, alors là, s'il faut que je te raconte les 30 dernières années de ma vie, ça va être long. Donc, non, écoute, ce qui s'est passé, en fait, c'est toujours un petit peu pareil. C'est un peu là, je pense, c'est l'histoire d'un petit peu tout le monde. En fait, c'est une affaire d'opportunité. C'est comme on dit souvent, je ne connais plus exactement l'adage ou le proverbe qui dit quand le train passe, il faut savoir monter dedans, parce que sinon il passe, et puis bon, si tu n'es pas dedans, le train il part tout seul, et puis voilà. Donc en fait, il y a des questions d'opportunité, et puis à des moments, il faut savoir les saisir, sans trop réfléchir, sans trop se poser de questions. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on peut prendre des risques. Alors, il y a des époques où l'on peut prendre des risques qui sont,
comment dirais-je, moins risqué, on va dire, puisque quand tu es seul, quand tu es jeune et que tu es seul, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'enfants, et tu vois un train passer, tu essaies de sauter dedans, si tu le loupes, tu te casses la figure, c'est pas trop grave, parce que tu te casses la figure tout seul. Si tu as la chance de rattraper, ça a été ma chance, c'est que j'ai réussi à attraper le train et puis à monter dans le wagon. Bon voilà, voilà, c'est une question d'opportunité. Donc, et je suis content d'avoir saisi à cette époque-là, à l'époque où elle est passée, un peu aux grandes dames de ma maman, qui elle me voyait prendre. Après, je prenais des risques inconscients et tout ça. Donc, bon, j'ai dit, t'en fais pas, je reviendrai, je fais ça, et puis bon, puis voilà. Puis en fait, alors après, il y a on va dire, cette gestion du risque, entre guillemets, cette gestion des opportunités, savoir les saisir, entre guillemets. Maintenant, cela passe aussi par le fait d'accepter de se prendre de temps en temps, comment dire, on va dire des raclées, des gifles, mais il faut accepter que voilà, que les événements ne tournent pas toujours aussi bien qu'on souhaiterait. Ça fait partie après de l'expérience et surtout, il faut savoir apprendre de ces expériences, qu'elles soient négatives ou positives, et continuer à avancer. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que j'ai pas trop mal réussi à faire, sans aucune prétention. Il y en a qui ont beaucoup mieux réussi que moi, et il y en a d'autres qui ne sont jamais montés dans le train. Puis voilà, donc moi, je suis monté dedans. Au moins, je suis monté dans le train. Waouh, j'adore, c'est plein de richesses. Et ce que j'entends, ce mot, je me dis, tu parles maintenant que tu travailles dans la gestion privée et enfin, tu fais du conseil en gestion privée et j'entends ce mot gestion qui revient, gestion des opportunités, gestion du risque. Et c'est vraiment inspirant. Et là, j'ai envie de te poser plus de questions par rapport à ça. J'aime beaucoup ton adage et j'aime beaucoup les citations. Je pense que les citations, ça reste comme ça ou un proverbe, ça reste dans nos esprits et c'est vraiment inspirant. Tu nous dis quand le train passe, il faut savoir monter dedans. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui a fait… Et tu disais, il y a des gens qui montent dedans, peut-être qu'ils sont allés plus loin avec le train et puis d'autres qui n'y montent jamais. Qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qui t'a poussé là à te dire, allez hop, même si c'est en prenant une grande inspiration parce que je ne sais pas où je vais, mais allez hop, je monte dans ce train. Alors, ça, c'est une question assez compliquée à répondre. Et dans la réponse, il y a un petit peu de douleur aussi, parce que j'ai perdu mon père très tôt. J'avais tout juste 20 ans quand malheureusement il était emporté par la maladie. Et mon père lui-même a été un grand voyageur, puisqu'il à l'âge de 17 ans, il s'était engagé dans l'armée, il est parti en Indochine, enfin bon, bref, il a fait toute cette période-là. Et puis ensuite, quand il a été démobilisé, donc il est rentré, c'est pareil, c'était quelqu'un d'un peu aventureux qui aimait les grands espaces. Déjà, en fait, de son côté, on a une famille de forestiers, donc les grands espaces, les forêts, la liberté, donc voilà. Et mon père a toujours des messages, puis je pense qu'il m'a un petit peu transmis ça. Donc, avoir envie de découvrir les choses, le monde, et puis alors, mais le fait qu'il soit parti beaucoup trop tôt. Alors, peut-être qu'intérieurement, je sais pas, hein, je sais pas si c'est ça, mais peut-être qu'intérieurement, ça, comment dire. Il y a eu une sorte de prise de conscience qui me dit, parce qu'en plus, il est parti jeune, hein, il avait pas 55 ans, il est parti avant son 55 ans. Et il me dit, punaise, la vie est quand même courte, et puis on a l'habitude de dire que la Terre est petite, mais finalement, on n'a pas assez d'une vie pour la parcourir dans tous les sens. Et ben, c'est un petit peu, voilà, c'est peut-être un petit peu ce fait-là, c'est cette chose de la vie qui a fait que j'ai eu envie de croquer dans la pomme et d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait, alors que j'aurais très bien pu rester. Je menais une vie assez sympa, assez tranquille.
Enfin, j'étais encore jeune, mais voilà, j'avais une vie intéressante, on va dire, en France. Mais j'avais envie d'autre chose. Ouais. Je dis envie de croquer dans la pomme, et surtout c'est de se rendre compte quand on a des drames comme ça et que le temps nous est compté et qu'on ne sait pas quand est-ce que voilà, il va s'arrêter. Donc, et quand tu vois ce qu'on vit en ce moment, ouais. Tu vois, donc, en fait, alors, moi, à la limite, la situation actuelle, elle me pèse, mais bon, voilà, j'ai déjà un passé. Aujourd'hui, elle me pèse davantage pour mes enfants. Parce qu'avoir l'âge de mes enfants et vivre ce qu'on vit aujourd'hui, c'est dramatique, ça. Moi, quand j'avais leur âge, on se promenait dans les parcs en copains, copines, on se faisait la main, on se faisait des bisous, des machins. Aujourd'hui, on se fait des bisous par SMS, par Snapchat, par photo, de manière virtuelle. Même les apéros, on les prend virtuellement maintenant. Donc, c'est catastrophique, quoi. Oui. Bon. Oui. Bon, ça va revenir, mais ça fait rien. C'est-à-dire, ce qui est passé est passé. Donc, en fait, là, on ne va pas dire qu'on a perdu 18 mois, parce que quand on fait 18 mois, il s'est passé plein de choses. Il y a eu plein d'opportunités qui ont fait qu'après, pareil, on les a saisies, on ne les a pas saisies. Mais c'est quand même un coup d'arrêt par rapport à un mode de vie que l'on avait, que l'on espère retrouver, mais à mon avis, ça peut prendre de temps. Et puis c'est bien dommage, quoi. Merci pour ça. J'entendais aussi, tu nous parlais de non seulement voilà, profiter de ce qui est là, arriver à apprécier, monter dans le train au moment où il passe, avoir aussi cette envie de découvrir le monde, non, cette curiosité de ce qui est là. Et puis tu parlais d'apprendre de ces expériences, de ta capacité, voilà, de ces moments quand tu prends des risques ou justement quand tu prends le train, bah, il peut y avoir des accidents, le train s'arrête, pas là où tu avais envie qu'il s'arrête. Comment tu fais, toi, personnellement, quand tu es devant un échec, tu es devant quelque chose qui ne fonctionne pas de la même façon? Comment ça se passe, ce processus d'apprendre de tes expériences? C'est quoi ta petite recette à toi? Mais je ne pense pas qu'il y ait j'ai pas de recette, j'ai pas de recette particulière, de recette miracle. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit, je pense, et qui n'est pas en fait on appelle ça un sens ou quelque chose qui est inné. C'est quelque chose que n'importe qui peut avoir. Il faut simplement avoir ce que j'appelle la positive attitude. Voilà. Tu te retrouves face à un échec, un petit peu comme tu prends un joueur de golf. Moi, j'aime bien le golf. Tu prends un joueur de golf, il est sur le parcours, il tape sa balle. Au moment où il tape sa balle, il y a un petit coup de vent et puis la balle, elle n'est pas sur fairway, elle passe un peu dans le rough et puis juste derrière un arbre. Zut alors que le green sur lequel il faut que tu envoies ta balle avec le petit coup se trouve, je sais pas, une centaine de mètres plus loin, mais derrière l'arbre. Comment est-ce qu'on fait? Tu analyses la situation, tu prends le bon club, tu changes un peu ton mouvement et tu ramènes ta balle sur le fairway et puis au lieu de faire au lieu de chercher le par ou le birdie, tu acceptes le bogey et puis voilà. Tu fais avec, tu composes avec les éléments ou tu utilises les éléments pour essayer d'améliorer quelque chose ou découvrir quelque chose d'autre. Donc, en fait, c'est un peu comme, je reviens toujours un petit peu à ces images. Quand tu regardes un verre, il est soit à moitié vide, soit à moitié plein. Moi, je le vois toujours à moitié plein. Oh, quelle chance j'ai d'avoir encore tout ça à boire. Alors que d'autres, punaise, il en manque déjà à moitié. C'est aussi simple que ça. Super. Merci, Paul, pour cette recette. Parce que oui, c'est simple et ça fait du bien, cette piqûre de rappel que tu nous donnes. C'est une question d'état d'esprit. On fait ce choix de le voir à moitié vide, à moitié plein. Et tu as dit quelque chose de vraiment important. On accepte la situation comme elle est et puis on compose avec. Et là, on met en marche voilà, notre intelligence, nos capacités et puis on
on en ressort quelque chose de positif. Merci beaucoup, Paul, pour cet aspect. Alors maintenant, j'aimerais que tu nous dises justement, tu mentionnais ce monde un peu qui s'est arrêté depuis 18 mois, hein, qui a affecté nos vies personnelles, mais aussi du coup nos business. Et j'aimerais que tu me parles du point de vue de ton activité professionnelle, tes activités de conseil en gestion privée. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant cette crise pour toi? Et de nouveau, qu'est-ce qui te permet de tenir et de rebondir? Alors, qu'est-ce qui me permet de tenir et de rebondir? Je vais dire, hein, ben, c'est un petit peu un mélange de tout ce qui s'est passé avant, parce que bon, la situation, je la subis en quelque sorte, un petit peu comme tout le monde. Enfin, alors, voilà, alors, bon, moi, je la subis pas. Alors, il y a des gens qui la subissent, et puis bon, ben, et puis moi, je compose avec. Voilà. Donc, mais je compose avec des décisions que j'avais déjà prises par le passé. Bah, tu connais mon parcours, hein, on ne va pas citer les noms des sociétés et tout ça, mais voilà, donc je représente d'ailleurs toujours un mandant, mais qui a une vision des choses, comment dire, un ADN très particulier qui s'adresse à une certaine clientèle. Et à un moment donné, bon, c'est posé la question pour moi c'est-à-dire, si je voulais continuer à vivre de mon métier en Thaïlande, est-ce que je pouvais me contenter de ne vivre que sur ces acquis-là, ce type de clientèle avec ce type de service? Et la réponse était clairement non. Simplement parce que le monde des expatriés qui constitue un petit peu qui est en fait notre base de clientèle, c'est un monde qui a beaucoup évolué ces dernières années au fil des différentes crises. Et, euh, et alors, l'évolution, c'est-à-dire en fait, on assiste de plus en plus, alors, même s'il y a comment dire, une petite coupure avec l'histoire de la pandémie, hein, mais je veux dire, les choses repartiront dans le bon sens dans quelques mois, puisque les gens sont d'un naturel curieux, donc en fait, on va pas arrêter de voyager, les gens vont reprendre les voyages dès que c'est possible, il y a une sorte de fin sur des voyages. Et au niveau du monde des expatriés, aujourd'hui, on assiste à des gens qui passent et qui se sédentarisent. La preuve, c'est que moi, je suis parti il y a bien longtemps. Aujourd'hui, je suis sédentarisé en Thaïlande. Alors, rien ne dit que j'y resterai le reste de ma vie. Hein. Je peux peut-être encore bouger. Mais donc voilà. Mais au niveau de la clientèle, en fait, qui est la mienne, il y a eu une clientèle sur laquelle on travaillait avec ce mandant. Et cette clientèle-là est une clientèle qui a légèrement évolué. Enfin, au début, légèrement, et puis c'est devenu plus important. Et cette clientèle-là, c'est sédentarisé. À partir du moment où on se sédentarise, quelles que soient les raisons, hein, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient personnelles, parce que quand on voyage, on rencontre tout d'un coup l'âme sœur et on se fixe quelque part. Et puis, et donc, on crée ce qu'on appelle un couple mixte, hein, et il y en a de plus en plus. Et donc, à partir du moment où on a un couple, on forme un couple mixte, où c'est qu'on est chez soi? Est-ce que c'est ton pays d'origine? Est-ce que c'est le pays d'origine de ton autre moitié? Vers quoi tu vas aller? Alors, parce que déjà, si tu es parti, c'est que tu avais un certain esprit de curiosité. Est-ce que cet esprit de curiosité va continuer? Et puis ensuite, il y a des enfants qui viennent en ligne de compte. Il y a plein de choses qui changent. Et donc, cette clientèle-là, en fait, me disait, mais écoute, Paul, tu es bien gentil avec tous tes produits, mais voilà, c'est plus vraiment adapté à nos besoins parce que on ne sait pas si on rentrera un jour ou si on doit rentrer quelque part, quel sera le pays dans lequel on va se poser. Et donc, c'est pour répondre en fait à ces nouvelles problématiques, ces nouvelles questions, que j'ai dû adapter mon offre parce qu'elle était, comment dire, celle que j'avais ne suffisait plus. Je ne dis pas qu'elle ne répondait pas à certains types de besoins, mais elle ne répondait plus à l'ensemble des besoins. Et donc, le gâteau, si tu veux, pour moi, le gâteau, c'est un petit peu rétréci. Mais comme j'avais toujours faim, d'ailleurs, en même plus, parce qu'entre-temps, j'avais fondé une famille et tout ça, donc il y avait une autre bouche à nourrir. Donc, il a fallu que je reconstitue mon gâteau.
et en allant chercher ailleurs les parts que je n'avais plus. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, ce premier portfolio de produits, c'était quoi? Que tu proposes toujours, hein, d'ailleurs, mais si je comprends bien. Que je propose toujours, mais il y a beaucoup moins de demandes parce que j'ai plus cette clientèle-là. Alors, il y en a, elle existe toujours, hein, mais j'ai plus vraiment cette clientèle-là. C'était en fait des produits tels que celles que l'on connaît en France, donc qui sont qui s'adressent à une clientèle, on va dire, de Français résidents fiscaux en France ou de Français expatriés, mais qui ont, comment dire, quelque part, qu'à un moment donné ou à un autre, vont rentrer en France. Donc, à ce moment-là, quand tu sais d'où tu es parti et vers où tu vas revenir, sur le plan patrimonial, tu t'organises en conséquence pour diverses raisons, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient simplement fait création d'un patrimoine qui répondra à tes besoins lorsqu'une fois que tu seras de retour et ainsi de suite. Donc, voilà. Mais bon, par contre, après, tu as toute une clientèle qui, elle, est indécise ou ne sait pas exactement où elle va rentrer. Et bon, après, je ne veux pas parler de choses négatives, je ne veux pas parler comment dire, des complications administratives que tu connais, de la fiscalité, de ceci, de cela, d'autres choses. On va plutôt parler d'opportunités. Tous ces gens qui vivent à l'étranger voient très bien qu'on est dans une région, ici en Asie, alors encore une fois, entre guillemets, puisque la situation a fait que ces derniers mois, beaucoup de choses ont changé. Mais on est quand même dans une région du monde très dynamique, très jeune, avec plein d'opportunités, aussi bien au niveau des investissements, et avec des rentabilités qui sont au moins aussi bonnes, si ce n'est meilleures. Et si elles ne sont pas meilleures, mais elles sont au moins aussi bonnes, mais avec moins de contraintes administratives, moins de contraintes fiscales. Ce qui fait qu'à la fin du mois, en fait, pour le même argent investi, tu te retrouves avec plus de bénéfices. Voilà. Et donc, un nombre croissant en fait, de gens qui saisissent ces opportunités-là. Et tout ce que j'ai essayé de faire en créant ma société, c'est justement de rechercher de nouveaux types de produits, de nouveaux vecteurs d'investissement, de nouvelles manières d'investissement, d'investir, une nouvelle vision de l'investissement. Alors, c'est pas sans prise de risque, hein, mais je veux dire, de toute façon, à partir du moment où aujourd'hui tu as un peu d'argent et que tu veux le placer et que tu veux gagner plus que ce qu'on te donne à la caisse d'épargne, il faut accepter une prise de risque. Voilà. Et à partir du moment où tu acceptes une prise de risque, après, il faut regarder, c'est à toi de définir en fait la prise de risque par rapport à ta conscience, par rapport à tes envies, par rapport à ta nature, par rapport à plein de choses. De rencontrer pas mal de gens avec comment dire, des idées différentes qui m'ont ouvert les yeux sur des opportunités différentes. Et puis, encore une fois, voilà, je suis remonté, voilà, je suis remonté dans le train à chaque fois. J'ai changé pas mal de lignes, en fait. Tu as pris des fois le TGV, d'autres des trains de différents modèles. Super. Tu nous parles d'une nouvelle vision j'aime bien ce que tu dis là, parce que tu vois, tu dis des fois le TGV. Le problème du TGV, tu vas très très vite, mais tu loupes plein de choses, parce que ça va trop vite. Ou bien un petit train de montagne qui monte. Voilà, voilà. Ou l'Orient Express dans le temps, tu vois. Les TER de nos régions, c'est sympa. Magnifique. Donc, tu nous parles de cette nouvelle vision de l'investissement. À quoi ça ressemble? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de produits que tu proposes et quelle clientèle pour qu'on puisse visualiser un petit peu de quoi on parle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'investissement, l'objectif est toujours le même. Hein, quelqu'un qui investit ne fait pas par philanthropie. Hein, une personne qui investit a toujours l'objectif d'avoir un retour sur investissement. Ce retour sur investissement soit se traduit par un retour sur le capital au bout d'un certain temps, dans des conditions fiscales le plus neutres possible, ou alors
pour des personnes qui ont déjà un certain vécu, déjà un certain capital, parce qu'il y a ceux qui cherchent à se constituer un capital ou un revenu pour plus tard, et puis ceux qui l'ont déjà et qui cherchent tout simplement à pouvoir en tirer bénéfice. Donc voilà. Alors, si tu veux, on a un petit peu surfé sur les envies du moment, regarder ce qu'il y avait de plus intéressant. Et puis surtout, alors moi j'ai toujours eu, on en parlait tout à l'heure en introduction, j'ai toujours eu ce côté un peu comment dirais-je, planète, vert. J'aime bien ce type d'investissement, l'environnement. Donc, on en parlait, c'est ce côté, côté sur le plan humain où moi je suis un peu plus. J'ai un regard sur l'aspect humain qui est un petit peu différent de celui que peuvent avoir d'autres personnes. Et parce que pour moi, beaucoup des maux desquels on souffre aujourd'hui viennent justement de la cupidité des gens, de l'avarice, voilà, des mauvaises choses du côté humain. Et je pense que la nature aujourd'hui a un grand besoin de nous. Et donc, j'ai essayé de me tourner vers des investissements. Il y a des opportunités de différentes manières. Alors, il y a différentes manières de le concevoir. Donc, moi, j'aime bien ce qui est vraiment vert. Donc, j'aime bien les arbres, j'aime bien les fleurs, j'aime bien tout ce qui touche au monde agricole. Donc, il y a plein de choses à faire dans ce domaine-là. Et puis voilà. Puis après, il y a également la tech. Il y a ce que j'ai tendance à appeler comment dire, des investissements alternatifs. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on ne va pas te proposer quand tu vas pousser la porte de ton agence bancaire ou de ton conseiller patrimonial en France. Pas parce qu'ils ne le veulent pas, ou simplement parce qu'ils n'ont pas accès à ces produits-là, pour différentes raisons. Ouais. Et ton client type, il ressemble à quoi? Ou elle ressemble à quoi? Il n'y a pas de client type. Je m'intéresse à tout le monde. Autant j'ai essayé de garder les yeux ouverts pour moi un peu comme la vache Marguerite de Fernandel dans son pré qui regardait passer des trains. Donc, ça, tu montes dedans. Voilà. Et moi, je monte dedans. Et donc, mais de temps en temps, j'en descends, donc il faut s'inquiéter à saisir le prochain train qui passe. Voilà, moi, je dédaigne personne parce qu'en fait, il y a des gens qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas de capital, mais qui savent. Et ce qui est bien avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'ils savent très bien que le système de retraite par répartition tel que nous, on connaît par exemple en France, et qui a été imaginé il y a des lustres, c'est quelque chose, d'ailleurs on en parlait, c'est Mitterrand d'ailleurs, je crois, le premier qui en avait parlé en 1980 quand il est sorti, quand il est arrivé au pouvoir, que le système de retraite par répartition était quelque chose qui peut-être allait falloir ajuster, compenser par autre chose. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui savent très bien qu'ils ont besoin d'économiser pour se constituer un capital pour plus tard. Ce n'est pas forcément ce qu'ils font dans leurs premières années de travail, parce que quand on sort avec ses examens, qu'on décroche un premier boulot, on a envie de faire la fête, ce qui est normal. Mais très tôt quand même, et j'aime bien, les jeunes d'aujourd'hui ont cette conscience de devoir faire quelque chose pour pouvoir bénéficier de la vie plus tard. Et puis surtout, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a également une tendance assez nette chez les gens de tenter d'arrêter de travailler le plus tôt possible pour essayer de profiter de la vie. Donc les jeunes ont cette envie-là, c'est travailler, c'est économiser, faire des affaires. Et donc, je m'intéresse à tout le monde. Quelqu'un qui peut épargner 50 ou 100 euros par mois ou quelqu'un qui dispose d'un capital de 500 000 euros ou plus. Pour moi, c'est un client ou c'est une cliente. Et l'un n'est pas plus important que l'autre. Alors, bien entendu, quelqu'un qui me permet de faire une affaire à 500 000 euros, tout de suite, sur le coup, je vais gagner plus d'argent. Mais quelqu'un qui dispose aujourd'hui de 500 000 euros, généralement, ce sont des profils de gens ayant déjà un vécu, à moins d'avoir gagné au loto ou à l'euro million. Et généralement, tu fais une affaire ou deux avec ces gens-là, et puis après, ça s'arrête.
quelqu'un qui démarre dans la vie et qui vient te voir, je lui dis, écoute, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux épargner 100 ou 200 euros par mois, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Si tu leur dis, bah écoute, ça m'intéresse pas, reviens vers moi quand tu auras 500 000 euros, bah, t'as toutes les... Bah, et il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent pas te voir quand il aura les 500 000 euros, il ira voir ailleurs. Donc, je m'intéresse à tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de profil type. Voilà. Très bien. Et donc, en fait, à chaque situation, à chaque profil correspond un besoin et à chaque besoin, il y a une solution. Voilà. Très bien. Et je me souviens d'une conversation qu'on a eue l'an passé où tu me parlais, on parlait de résilience, on parlait de crise, on parlait de comment les business, les entreprises surfent et survivent à ces moments chaotiques et inédits. Et tu me parlais de la diversification. Déjà, tu me parlais de toi, de ton business, de cette diversification que tu avais mise en place dans les dernières années et qui te permettait, bon, toi qui aimes bien les adages, etc., on dit de ne pas mettre tous les mêmes œufs tous les œufs dans le même panier, non? Et j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette diversification. Comment tu l'as initié et quelle est l'importance de la diversification justement dans la résilience de ton activité professionnelle? Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a mon activité professionnelle, on va dire, classique, celle qui est la gestion de patrimoine, la gestion privée. Donc déjà là-dedans, il y a une diversification qui s'est opérée, puisque je te dis, je suis parti d'un mandant unique qui s'adressait à une clientèle ciblée particulière, qui est le français expatrié, avec une logique de retour en France. Et donc, quand j'ai vu que comme je le disais tout à l'heure, que ma part de gâteau, en fait, rétrécissait, pour pouvoir l'élargir. Donc, quand j'ai monté ma boîte, je me suis dit, je ne vais pas simplement répliquer un système qui existe déjà. Donc, j'ai monté une société en offrant des services qui va s'adresser non pas seulement à une clientèle ciblée qui sont les Français expatriés avec une logique de retour en France, mais à l'ensemble des expatriés qui se situent, qui vivent en Thaïlande. Et dans la mesure du possible, comment dire, parce qu'après, il faut aussi regarder au niveau des autorités, le côté légal, ce que tu as le droit de faire, pas faire, et ainsi de suite, les licences et tout ça. Et pourquoi pas m'adresser à une clientèle locale. Et alors, ça, c'est des choses que je n'ai pas encore fait. C'est très compliqué. Et puis, de toute façon, il y a suffisamment d'expatriés en Thaïlande pour ne pas avoir à se soucier de la clientèle locale. En plus, il y a une différence de culture dans l'approche de l'investissement entre les Asiatiques et nous qui fait que les choses seraient assez compliquées. Mais bon, on peut quand même trouver des points communs. Donc voilà, il y a cette diversification-là. Donc j'ai gardé cette carte professionnelle avec ce mandant qui me permet d'approcher les Français expatriés qui ont une logique de retour en France. Et puis, petit à petit, j'ai autour de cela, cherché d'autres solutions. Et en fait, c'est un peu les clients en fait, qui m'ont forcé à en arriver là. Comme je le disais tout à l'heure, excuse-moi, on a essayé de m'appeler, mais voilà. Quand j'allais voir un client et qu'il me disait, écoute Paul, t'es bien gentil avec tes produits franco-franchouillards, mais nous on a besoin d'autre chose, on aspire à autre chose. Est-ce que tu peux nous trouver autre chose? Oui, c'était assez compliqué parce que j'avais rien, donc il a fallu aller chercher. Donc c'était beaucoup un espèce de jeu questions-réponses. Je demandais aux clients ce à quoi ils aspiraient, qu'est-ce qu'elles étaient leurs envies, et ainsi de suite. Et puis au final, ça a pris du temps, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Et petit à petit, j'ai creusé, j'ai cherché, et bien sûr, j'ai fait mes propres due diligence, puisque j'en fais aussi. Alors elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes, mais bon voilà. Et puis ensuite, il y a une question de feeling aussi.
Et donc, j'ai noué de nouveaux partenariats au fil de rencontres, au fil de recherches. Et puis, bon, j'ai également été sollicité, puisque j'ai la chance d'être un tout petit peu connu quand même maintenant, un petit peu sur la place. Et puis, voilà, de fil en aiguille, j'ai bâti quelque chose de différent autour de ce que j'avais déjà. Puis ensuite, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu quand j'ai monté ma société Fidasia, parce que Fidasia, en fait, tu sais ce que ça veut dire Fidasia? Non, ça veut dire quoi? En fait, je cherchais quand j'ai fondé la société, je cherchais un nom qui avait un rapport avec l'argent, mais sans que ce soit comment dire, flashy, tu vois, Ouais, une société de gestion de machin, de bidule, ouais. comme ça. Et alors j'ai commencé à regarder comment est-ce qu'on traduisait le mot argent dans différentes langues, ou le mot dollar. Et en fait, FIDA, alors je ne me rappelle plus exactement, mais je ne sais pas si c'est argent ou dollar, le mot FIDA veut dire argent ou dollar en maltais. Ah, Voilà. très bien. Et puis après, bon, avec FIDA, je portais la société FIDA, ça fait un peu fido, c'est comme la nourriture pour ça. Et donc j'ai dit, comme je suis en Asie, allez, Fidasia, et c'est pour ça que le A de Fidasia, en fait, il y a un A majuscule au milieu, parce que c'est la dernière lettre du mot FIDA, et c'est la première lettre du mot Asia. Donc, ok, j'adore. Tu sais, je voudrais juste vraiment remarquer ce que tu as dit. Tu dis quelque chose d'important. Et je pense que c'est important à tous les niveaux. Et c'est d'écouter les gens. Quels sont les besoins des gens? Hein, et c'est ce que tu as fait Est-ce que tu as eu le courage de faire? Parce que des fois, on continue dans notre petite zone de confort, ce qu'on sait faire, etc. Toi, à un moment, tu t'es rendu compte à tes clients qui t'ont dit, hey, Paul, parce qu'ils te font confiance, ils ont envie de continuer avec toi, ils te disaient, hey, trouve-nous autre chose, on a besoin d'autre chose. Mais du coup, tu as fait cet exercice, en plus d'aller à l'écoute des autres, de vouloir ouvrir et de vraiment comprendre quels sont leurs besoins. Oui, tu sais, quand tu vas en clientèle et que, encore une fois, c'est pas une question de solution, de produit ou de société ou quoi que ce soit. Les produits ou les services n'étaient pas intéressants, ça n'a rien à voir. Mais quand tu vas présenter un petit peu toujours quand tu vas présenter en fait ton activité et que systématiquement tu as 9 personnes sur 10 qui disent mais bon ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je cherche, ou j'ai plus de compte en France, ou ça m'intéresse pas parce que la fiscalité, parce que tout le monde a ses raisons. Et tu dis zut alors mais qu'est-ce qui vous intéresse voilà, vous voulez faire quoi alors, il y en a qui te disent, ils veulent investir. Il y en a qui te disent qu'ils aimeraient bien investir dans du business, on te leur propose à faire, mais ils n'ont pas suffisamment les moyens, ceci, cela, autre chose. Il y en a qui vont te dire, voilà, ils sont investis, ils sont intéressés par l'environnement. Il y en a d'autres qui sont intéressés par avoir des actifs dans une société ou une gestion en direct. Il y en a qui disent, quitte à prendre des risques. Je me rappelle, il y en a un qui m'a dit, et d'ailleurs ça m'est resté, c'est quelque chose que je reprends assez régulièrement dans mon discours commercial. C'est qu'un jour, j'ai un client qui m'a dit, mais écoute, tu sais, moi, quitte à prendre des risques, je préfère prendre une somme d'argent, la mettre sur la tête d'un entrepreneur qui va m'expliquer son business, ce qu'il veut faire, vers quoi il veut aller. Et à partir du moment où je comprends et que j'adhère au projet, machin, je sais que je prends un risque parce que la société peut très bien ne pas marcher et puis je veux perdre mon argent. Et à la limite, je préfère perdre mon argent comme ça que de le perdre avec un banquier qui ne va jamais m'expliquer ce qu'il aura fait avec l'argent. Ouais. Voilà. Et la différence, c'est que quand tu donnes l'argent, alors bon, je ne vais pas non plus, je suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les banquiers et les assureurs, c'est pas le but. Et quand tu travailles avec ces gens-là, ce sont quand même des gens qui sont salariés d'une grosse entreprise, d'une grosse entité, dont le métier, c'est de faire investir des gens dans différentes choses. Et ces gens-là, en fait, sont payés quoi qu'il arrive. D'accord ? Ils sont salariés. Donc, à la limite, que la solution soit bonne ou pas bonne, ça ne change pas grand-chose à leur situation. Tandis que si tu as donné ton argent à un entrepreneur pour que lui puisse monter son projet, lui, son intérêt, c'est que son projet fonctionne.
parce que ça va être son gagne-pain. Donc, si ça va être son gagne-pain et qu'il va gagner sa croûte avec, il y a de fortes chances que si ça fonctionne, tu vas gagner un peu d'argent aussi. Donc, ça, si tu veux, ça m'est retenu. J'ai retenu cela, ça m'est resté. Et donc, j'ai essayé de bâtir mon offre autour de ça. D'accord. Donc, avec plutôt l'investissement direct dans l'économie, plutôt que de le mettre sur un compte bancaire. Alors, je continue à en faire, hein, c'est pas de souci. Par contre, j'essaye d'éviter comment dire, les intermédiaires un petit peu trop nombreux. Et parce que plus il y a d'intermédiaires, ben, forcément, ça vient rogner la performance. Il y a beaucoup de frais, puisque chacun veut prendre sa part obligatoire. C'est normal aussi, hein, d'ailleurs, c'est normal. Parce que, comment dire, il y a un travail qui est effectué, quel qu'il soit, ce travail-là mérite salaire. Mais si tu multiplies les intermédiaires, forcément, tu multiplies les petites parts qu'il faut distribuer. Et en multipliant les petites parts qu'il faut distribuer, mais qui c'est qui paye? Ben, c'est le client. D'accord? Donc, quand tu as un produit qui est censé rapporter du 10 ou du 15, qui est, on va dire, dans la moyenne des choses, ben, quand tu dois en redistribuer des petits bouts pour payer des commissions ci et là, des frais de ceci, des frais de cela, et puis machin et tout ça, ben, au final, le client, lui, récupère du 3-4. Voilà. Et ben, donc, tu vas vers tu essaies d'éliminer les intermédiaires ou en proposant, moi, c'est ce que je fais, en fait, des investissements directs aux clients. Et c'est ce qui fait que sur les 10 ou les 15 que ça rapporte, hein, au lieu de lui en laisser 3 ou 4 dans la poche, ça lui laisse du 7, du 8, peut-être du 9, et parfois plus en fonction de voilà. Mais on ne garantit rien. D'accord. Merci beaucoup, Paul, pour toute cette richesse d'informations, toute cette inspiration, puis toute cette expérience que tu nous partages de façon très ouverte et authentique. Merci pour ça. Si tu pouvais c'est pas très nous technique, dire… c'est pas très technique comme vocabulaire, hein, parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de parler ou de présenter des choses, ils ont appris d'être dans les médias et que tu peux voir de ton temps, tu en connais certains et qui font toujours de beaux discours et qui sont très très forts avec comment dire, les textes et tout. Bon, c'est pas trop mon truc. Voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de terrain. J'aime bien être sur le terrain avec les clients, avec les entrepreneurs, et puis regarder ce qu'on peut faire ensemble. Donc j'espère que le message est passé. J'adore, je suis sûre qu'il est passé. C'est justement parce que tu parles ce vocabulaire du terrain, ce vocabulaire de l'humain, ce vocabulaire du direct, que c'est accessible à tous. Et c'est l'idée de ce podcast aussi. L'idée de ce podcast, c'est entendre les voix des gens qui ont quelque chose à dire. Et c'est vrai que de nos jours, souvent, on est sur les podcasts ou on a accès à des plateformes de communication suivant le nombre de followers qu'on a sur Instagram, etc. Alors, beaucoup ont beaucoup de choses très intéressantes à dire, mais il y a aussi tous ces gens qui n'ont peut-être pas ce nombre de followers sur Instagram et qui ne sont pas sur les réseaux sociaux comme d'autres parce qu'ils sont au travail, ils sont en train de faire autre chose, en train de construire quelque chose sur le terrain. Et moi, j'ai envie de donner. J'ai envie que ce podcast rende accessible les voix de toutes ces personnes comme toi qui sont sur le terrain, que ce soit le terrain du business, le terrain du développement, le terrain de plein de choses. Hein. Et juste des fois nous partager leur expérience de vie, nous inspirer avec elles. Donc c'est parfait. Ce langage, c'est ce qui nous parle et c'est ce qui fait, c'est l'essence de ce podcast. Donc, merci Paul pour ça. Si tu disais vraiment, si tu voyais par exemple peut-être les deux grandes choses, tu nous as parlé d'état d'esprit, tu nous as parlé de curiosité, tu nous as parlé de gestion des opportunités, des risques, quelles seraient les deux grandes choses, les deux béquilles hein, qui sont pour toi essentielles pour surfer dans ton business, dans ta vie perso, quelles que soient les circonstances? Qu'est-ce qui te fait tenir? Alors, on revient un petit peu à toujours ce qu'on a dit, c'est quel que soit le monde dans lequel on vit, quelles que soient les difficultés dans lesquelles
peut se trouver, alors de toute proportion gardée. Hein. J'imagine bien qu'il y a une grande misère. Et même des fois, dans la misère, tu vois, il y a des gens qui arrivent à se sortir. Quand tu regardes aujourd'hui les grands sportifs, les grands boxeurs, ce sont tous des gens qui sortent comment dire, de zones pas possibles, souvent. Hein, on voit rarement des filles de milliardaires devenir comment dire, des azurines. Voilà. Donc, il y a toujours des opportunités pour ceux qui veulent s'en sortir. Mais il faut bien rester conscient que malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Pour rester quand même dans ce dont on parle et ce qui nous touche, en fait, on en revient un petit peu toujours à la même chose, c'est la personnalité. Et je pense qu'il ne faut pas se renier. Voilà. En fait, il y a deux écoles. Et en matière d'investissement, en fait, tu peux très bien appliquer ces deux cas d'école. Tu as, comment dirais-je, je dirais qu'en fait, il faut, quand tu cherches à investir, il ne faut surtout pas aller contre nature. Tu vois, ça a sûrement déjà dû avoir affaire à des conseillers patrimoniaux indépendants ou dans une banque. Quand tu vas faire quelque chose, on te demande de remplir un questionnaire profil de risque, patati, ainsi de suite. Bon, souvent, ils me font rigoler avec tous leurs questionnaires, moi je fais tout ça, mais en fait, ils arrivent à définir un truc. Alors, c'est plus pour des plans, pour des questions administratives qu'autre chose, mais ils arrivent en fait à définir dire voilà, tu es prête à prendre tel risque, tel risque, tel risque. Moi, je n'ai pas besoin de poser 50 000 questions à un client pour savoir s'il est prêt à prendre un risque ou pas. C'est la conversation, la nature des gens. Il ne faut pas les contre-nature. Si, comment dire, tu n'as pas un corps bâti pour grimper dans un arbre, bah, tu ne cherches pas à grimper dans l'arbre. C'est aussi simple que ça. Si tu ne sais pas nager, tu ne te jettes pas à l'eau. Bon, c'est aussi simple que ça. Maintenant, après, pour en revenir à ce que disait mon client, donc ça c'est le premier cas d'école. Ensuite, pour revenir un petit peu à ce que disait mon client, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il faut aussi savoir saisir les opportunités. Donc, tu as des gens qui ont envie, mais qui n'osent pas. Donc, et ben à ceux-là, je leur dirais tout simplement qu'il faut savoir oser. Voilà. Et voilà. Donc, tu ne vas pas contre nature, donc il ne faut pas aller chercher des risques pour lesquels tu n'es pas faite, ou tu n'es pas préparé, ou tu n'es pas prête à accepter un éventuel retour de bâton. Donc, il ne faut pas aller, parce que si tu veux, un retour de bâton peut toujours en avoir, d'accord ? Et il vaut mieux, comment dire, si tu prends un retour de bâton, il vaut mieux que ce soit un retour de bâton sur quelque chose, pour une décision que tu as prise en conscience, et que tu acceptes, qui correspond à ta nature, dire ok, je me suis trompé, mais c'est moi, plutôt que de prendre un retour de bâton sur quelqu'un qui t'a dit de faire, et puis finalement, ben, le gars il s'est trompé, en fait il s'est trompé pour toi, sauf que c'est pas lui qui paye, c'est toi. Voilà. Donc, pas aller contre nature. Par contre, si tu as une nature où quelque part, tu as une petite porte qui s'entrouvre, qui laisse passer la lumière, ben, il faut oser comment dire, l'ouvrir un peu plus pour regarder ce qu'il y a. Parce que si tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras pas ce qu'il y a derrière la porte. Ouais, magnifique. Merci, Paul, pour cette inspiration et tellement visuelle. Donc, c'est ça, j'aime bien moi, les choses très visuelles parce que ça revient, l'image revient toujours dans les moments de vie dans lesquels on a besoin. Paul, pour clôturer cette interview et cette session tellement riche et enrichissante, je voudrais que tu nous dises quel est ton projet en ce moment. Est-ce que tu es sur un nouveau produit ou est-ce que là, vu la situation, tu es plutôt en train de stabiliser ou maintenir à flot ce que tu as? Sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, je travaille déjà, continue à développer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'essaie d'améliorer par petites touches. Je travaille sur de nouveaux projets dans les autres activités. Par exemple, aujourd'hui, on investit, alors j'ai personnellement investi dans
dans des startups, hein, comme tu le sais. Donc, et puis, en investissant dans les startups, ben, j'aide également ces startups à lever de l'argent. J'en connais certaines. On va reprendre la commercialisation et la gestion du maison de retraite en Thaïlande. Wow! Okay. Enfin, on va plutôt appeler ça une résidence senior, un petit peu, voilà, qui sera non médicalisée, mais il y aura un centre médical sur place. Et donc voilà, ça fait partie des projets en. Ouais, j'ai peut-être réservé ma place, moi. C'est la manière dont ça va être, c'est quelque chose qui va être très convivial. Donc l'idée, c'est vraiment une résidence senior avec tout un service. C'est pas une raison, c'est pas le type d'endroit où les gens viennent pour finir leur vie, quoi. On y va pour justement pour bénéficier de cette deuxième ou troisième vie que l'on peut avoir, et en offrant un maximum de services. Mais avec, bien entendu, derrière, sur place, les chambres ne seront pas médicalisées, mais il y aura un centre médical sur place. Et donc, il y aura deux manières d'investir. Donc, c'est la personne qui dit, bah, tiens, moi, j'aimerais bien prendre ma retraite en Thaïlande, je m'achète un petit bungalow, ou il y aura des studios, des T1 et des T2. Et donc, je m'achète et puis je m'y installerai le moment venu. Ou alors, la personne qui dit, ben, plutôt que d'investir ailleurs, il investit dans un logement qu'il nous donnera ensuite en gestion. D'accord. Voilà. Ah, très bien. Et puis, j'allais dire, on envisage, bien entendu, de celui qui a investi pour nous donner en gestion, d'assurer un rendement derrière. Mais bien entendu, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont circulé ces derniers temps, nous, on assurera un rendement qu'à partir du moment où on a le bien en gestion et que le bien est loué. Il ne s'agit pas de garantir un rendement si c'est habité par des moustiques. Merci beaucoup, Paul. Et merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour toutes ces opportunités aussi que tu nous ouvres. Et à très vite. Ouais.